Et justement, ce qui distingue cette notion de médiation de mots, de concepts comme l'animation socioculturelle ou le développement du public est l'idée de la rencontre. La médiation va travailler sur une rencontre, sur un processus de rencontre entre des personnes, des artistes, des intervenants culturels, des publics ou des non-publics, ou des populations, des citoyens, des usagers, et va travailler beaucoup le processus et pas nécessairement la finalité d'apprentissage ou de vente de tickets ou de marketing. Et c'est là qu'on va parler beaucoup plus de développement de personnes que de développement de public. Au Québec, le mot a commencé à être utilisé au début des années 2000 avec les Journées de la culture, justement pour décrire des processus d'interaction qui étaient à l'œuvre pendant les journées, qui n'étaient pas celles du public comme consommateur ou spectateur, mais plus comme interacteur avec les artistes. Le mot a été reçu assez mal de la part du milieu culturel pour plein de raisons, parce que, bon, la médiation s'associe aussi à des pratiques dégradantes d'art communautaire, d'art de sous-sol, mais aussi beaucoup parce que la médiation évoque le conflit. Pourquoi médiation? Où est-ce qu'est le problème? La médiation familiale, la médiation juridique? Alors oui, tout à fait, la médiation est un processus de réconciliation entre des choses qui ne vont pas toujours ensemble, c'est-à-dire l'art et le social. Parce que l'art, c'est des artistes, en fait, c'est un processus quand même fondamentalement individuel, même s'il est fait en collectif, et surtout pas consensuel. Et quand on met l'art dans le monde, dans la société, il y a souvent un problème. Et les meilleurs exemples sont les exemples de l'art public. Il y a des cas tout récents que vous avez peut-être lus dans les journaux, où est-ce qu'on démantèle des œuvres à l'île des Sœurs et à Verdun, parce que les citoyens, ils n'ont jamais été avisés, puis ils n'aiment pas ça, puis ça les dérange. Alors, la médiation travaille cette tension durable entre ces deux axes. Et la médiation aide à contextualiser l'art dans la société. Alors, une définition repère. La médiation est essentiellement un processus de mise en relation entre les sphères du culturel, les objets, les idées, l'imaginaire et les sphères du social, le public, les personnes, qui peut prendre une multiplicité de formes selon les contextes, en institution, dans le milieu scolaire, dans l'art communautaire, etc., et selon les finalités qui peuvent être citoyennes, artistiques, économiques, etc. Et j'ai identifié 3 exemples pour l'illustrer, mais que je vais effleurer très, très brièvement. Un exemple dans le milieu municipal, dans une institution culturelle et dans un centre d'artistes. Mon premier exemple est un projet qui est né ici au CAM, en partenariat avec les arrondissements de la Ville de Montréal, qui est un projet... C'est un projet pilote l'année passée, enfin en septembre 2008, d'auteurs en résidence dans les bibliothèques. C'est un projet qui se diffuse sous forme de concours et les auteurs doivent résider dans l'arrondissement visé, dans la bibliothèque de l'arrondissement. Alors, l'objectif énoncé du programme, c'est de mieux rejoindre les créateurs en faisant valoir le rôle d'observateur dans la communauté. Donc, redonner quand même... souligner la fonction sociale de l'artiste, et deuxièmement, soutenir le travail de création, mais avec un projet de sensibilisation du public à l'activité littéraire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de 6 mois de résidence qui demande 25 heures de présence par semaine, 25 heures par semaine obligatoires de présence de l'artiste, de l'auteur dans la bibliothèque, dont 10 de disponibilité de rencontre avec le public et 15 heures vraiment de résidence où l'auteur a accès à un local juste pour lui pour écrire. Alors, le premier projet, c'était fait à la bibliothèque UNSIC avec Carole David, qui est le proposé, en fait, de s'intéresser à tout le patrimoine littéraire de l'arrondissement et qui a organisé toute une série de rencontres sous toutes ses formes avec les citoyens afin de recueillir des récits oraux, des textes écrits des citoyens et aussi elle a colligé, en fait, tous des extraits littéraires qui avaient à voir avec l'arrondissement UNSIC. Faire découvrir le patrimoine littéraire du lieu. Il y a eu un concours public, ici on racontait, il y a eu un partenariat avec Cité Historia, avec une librairie, et le résultat concret, c'est un projet sur le web, c'est un circuit littéraire de 40 lieux associés à des extraits d'auteurs et de citoyens. À Culture pour tous, à tous les 2 mois, on produit un bulletin électronique où est-ce qu'on documente des initiatives de médiation culturelle. Donc, on a documenté, on a fait un article qui est en ligne sur ce projet-là. Donc, on peut dire que le bilan est extrêmement positif, autant pour l'auteur que pour le CAM, en fait, qui a pérennisé ce programme-là, qui doit en être à sa 2e année maintenant.
l'auteur, ce qu'elle nous a dit, elle est extrêmement contente de cette rencontre-là, mais qui l'a aussi beaucoup bouleversée, parce que travailler avec l'autre est remuant et bouleversant. On a tendance à croire que c'est toujours les citoyens qui sont bouleversés de la rencontre avec l'artiste, mais pour les artistes, c'est exactement la même chose. Le deuxième exemple, c'est dans une grande institution culturelle, c'est au Musée des Beaux-Arts de Montréal, les musées la médiation est née dans les musées ont tous des services d'éducation qui réfléchissent en fait à la question du public, à comment transmettre les œuvres, mais pour moi, le musée a vraiment mis sur pied un projet innovant, où on a renversé la vapeur habituelle d'offres d'un musée. Alors, déjà en 1999, ils ont commencé à travailler avec le milieu communautaire parce qu'ils se sont rendus compte que la distribution gratuite de billets n'était pas du tout un levier pour faire venir les gens au musée qui ne viennent pas d'habitude. Et je réinsiste souvent là-dessus, ce n'est pas l'argent le problème, c'est vraiment les codes d'accès. Et donc, ils ont développé tout un réseau, ça s'appelait « Franchir le seuil du musée ». C'est quand même la stratégie de « Venez chez moi ». Puis ils ont développé tout un réseau, en fait, important de relations avec les milieux culturels. Et ils ont fait une sorte de bilan 5 années plus tard en disant « Il faut aller plus loin, il faut faire les choses autrement ». Alors, ils ont invité le milieu communautaire, je me trompe, j'ai peut-être dit culturel au lieu de communautaire, ils ont invité le milieu communautaire à lui soumettre des projets d'événements, des projets de visites, toutes sortes de projets. Et c'est ça le renversement très important, où est-ce qu'un musée, normalement, produit une offre envers son public, alors que là, le musée reçoit des demandes du milieu communautaire. Et qu'est-ce que ça donne? En fait, le musée crée des projets sur mesure pour les besoins des clientèles des groupes communautaires. Alors, premier exemple, c'est un groupe qui travaille avec des jeunes femmes mères monoparentales qui souhaitent organiser des discussions sur la maternité avec des jeunes de 15-16 ans et qui n'arrivent pas à le faire. Le musée choisit des œuvres de sa collection permanente sur le sujet de la maternité et aide à organiser ces ateliers-là. Deuxième exemple similaire de même nature, des ateliers sur l'identité avec des groupes d'itinérants de l'accueil Bonneau. Troisième cas, un autre qui s'inspire de la salle des œuvres canadiennes pour organiser des rencontres avec des groupes de néo-immigrants sur la culture québécoise. Alors, le projet est un très, très, très grand succès. En fait, ils l'ont mesuré de différentes façons en donnant des billets à ces participants-là des milieux communautaires et qui sont revenus massivement après au musée. On est dans une grande institution, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour ça. Le projet a été financé sur 10 ans par des fondations privées. Chiffre, il y a eu 14 000 personnes qui ont participé aux activités en 2007-2008, mais là, le CA du musée a décidé de l'intégrer de façon permanente dans ses activités régulières. Dernier exemple, qui est dans un centre d'artistes qui, justement, a bénéficié d'une de ces subventions de la Ville de Montréal sur une durée de 3 ans, ce qui est assez rare aussi en projet, et qui a proposé un projet pilote qui est devenu un projet presque permanent, en fait, de travail avec un groupe d'alphabétisation dans le Sud-Ouest, le Centre d'éducation des adultes de Saint-Henri de la Petite-Bourgogne. Et ce projet-là a émergé du désir du centre, de démystifier l'art actuel auprès d'un public de non-initiés, mais aussi de mettre en place des conditions qui pourraient faciliter l'engagement des artistes de la relève désirant travailler en milieu communautaire. Le Centre d'artistes a embauché une éducatrice artistique, ce qui est assez rare, c'est assez nouveau en centre d'artistes. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de métiers complémentaires, quelque part, qui s'appelle éducatrice artistique. Elle pourrait être une médiatrice culturelle aussi, qui a développé un programme de travail sur 3 ans, mais en très proche collaboration avec la coordonnatrice du Centre en alphabétisation. Alors, première année, avec une artiste en art visuel, Catherine Sylvain, des ateliers de co-création qui se déroulent dans le centre et qui se déroulent à Scol, autour du rôle du centre dans la vie de son groupe en alphabétisation, qui finit avec des vernissages, un vernissage professionnel à Scol, un vernissage dans le centre en alphabétisation.